On a encaissé un peu plus de 4 millions d'euros avec 2 offres aujourd'hui sur Internet en vendant de l'accompagnement. J'en ai tiré 10 leçons qui probablement ne vous aideront pas à faire 4 millions, mais qui vous aideront à gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui en faisant ce que vous aimez et de la bonne façon. Je vous propose qu'on regarde maintenant. La plupart des gens, quand ils veulent développer leur activité, ils vont aller sur YouTube ou sur Instagram. Ils vont chercher comment les autres font. Forcément, ils vont tomber sur les personnes les plus visibles et ils vont regarder comment ces personnes elles font. Ces personnes les plus visibles, elles ont des pubs, des tunnels, des VSL, des closers, des setters, des offres en escalier et tout ce que tu veux. Et donc les personnes qui les regardent vont se dire c'est ça qu'il faut faire pour y arriver. Sauf que tu es en train de regarder quelqu'un qui est au niveau 25 quand toi tu es au niveau 0. Et probablement que ce qu'elles font aujourd'hui n'est pas ce qu'elles ont fait pour en arriver là. Les VSL, la pub, les tunnels, les sales au téléphone, etc. Ce sont des systèmes marketing et vente au sein d'une entreprise dont le seul et unique but, c'est d'être capable d'absorber plus de volume et d'atteindre ce que tu aurais fait en one-one à plus grande échelle, en one-to-many. Une personne, beaucoup de personnes. Globalement, dans tout type d'entreprise, il y a l'acquisition, de nouvelles personnes me découvrent. La phase de nurturing, conversion, ces personnes découvrent que je peux les aider, elles ont envie de travailler avec moi. La phase de vente, elles achètent. La phase de delivery, on leur donne ce qu'elles ont acheté. Quand tu es seul au début, tu vas chercher des gens à la main, tu parles avec eux pour les aider à voir que tu peux les aider, tu vends quelque chose, tu délivres quelque chose. Et c'est par ça qu'il faut commencer. La pub, les VSL, les tunnels et tout le bordel, c'est un moyen de faire ces 4 étapes avec beaucoup plus de volume en fait. La pub permet de, au lieu d'aller parler à une personne, de parler à 100 000 personnes en même temps. Une VSL, au lieu que tu envoies une petite vidéo à une personne à la main, tu peux diffuser cette vidéo à 100 000 personnes en même temps. Une équipe de vente, tu pourrais avoir 100 personnes et donc ton produit peut être vendu à 100 personnes en même temps, pendant la même heure. Et en fait, tous ces systèmes-là sont des systèmes pour absorber du volume, sauf qu'au début, tu n'as pas de volume, donc ces systèmes ne te servent à rien. Non seulement ils vont te coûter très cher, en plus de ça, ils vont te déconnecter de ton client idéal et de ton client final, et donc tu vas plus savoir comment l'aider, mais en plus de ça, au début, tu es nul en tout, et c'est normal, tout le monde est nul en tout au début, et donc tu vas vouloir instaurer des systèmes compliqués au sein de ton entreprise, et tu vas forcément te taper la tête contre un mur. Et voilà pourquoi pub, tunnel, VSL, closer, setter et tout le bordel, quand tu débutes, et avant 10-15 cas par mois, avec une activité d'accompagnement, hein, ça sert à rien du tout en fait. C'est comme si tu prenais une Ferrari ou un tank pour aller chercher le pain dans la rue en face de chez toi. Ça n'a pas d'intérêt. Tu as des pieds pour ça, tu peux à la rigueur y aller en skateboard ou en vélo si tu as la flemme. On ne prend pas une Ferrari ou un tank pour traverser la rue. VSL, pub, tunnel, c'est des Ferrari ou des tanks. La plupart des gens qui ont des compétences veulent la liberté infoprenariale et s'imaginent qu'ils vont être en slip sur une plage, les doigts de pied en éventail, à vendre des PDF. Sauf qu'on n'est plus en 2012 et que c'est plus aussi simple et qu'en fait, c'est pas que tu veux des revenus automatiques, c'est que tu veux des revenus faciles et agréables. Si tu es très très bon dans quelque chose, c'est beaucoup plus intelligent et plus facile de packager ce quelque chose dans une offre à 1000, 2000, 5000 euros et de le vendre à une personne tous les mois et ensuite de rien foutre tout le reste du mois que de vendre un truc à 10 euros et essayer d'en vendre 500. Et c'est là qu'il y a une erreur de business model qui est récurrente, c'est que les gens pensent qu'ils veulent des revenus automatiques alors qu'en fait ils veulent des revenus faciles et agréables. Ils pensent qu'ils veulent des revenus passifs alors qu'ils veulent des revenus faciles et agréables. Ça, tu peux le faire avec des revenus actifs. Et si tu es très bon dans quelque chose, tu peux générer de très gros revenus actifs sans avoir l'impression de travailler. Et à partir de là, cet argent, tu peux toujours le placer quelque part pour qu'il travaille pour toi sans que tu aies à rien faire. Ça existe si on ne cherche pas de très gros rendements, hein. Et donc, en fait, on a le fruit de son travail qui est très agréable et qui ramène de l'argent, qu'on place dans un endroit avec pas tellement de rendement, mais qui est full automatique. Et là, on a vraiment tout le package pour que ce soit intéressant. L'erreur de business model, c'est de vouloir faire de l'automatique. L'automatique demande énormément de travail pour être mis en place, énormément d'entretien et de renouvellement pour tenir sur la durée. Et la plupart des gens pensent que c'est simple en fait. Et par exemple, un tunnel full automatique, c'est un truc qui met des semaines à se mettre en place, si ce n'est des mois pour certains, ça dépend des sujets. Derrière, il faut être bon en delivery, il faut être bon en vente, il faut être bon en marketing, il faut être bon en pub, il faut renouveler les pubs, il faut renouveler le produit, il faut coacher les équipes de vente, il faut faire gaffe que Meta décide pas de fermer ton compte, et ensuite il faut aller sur YouTube Ads, et YouTube Ads ça marche plus, donc il faut aller sur Taboola, et machin. C'est un merdier. Alors que réussir à packager ses compétences à 2000 ou 5000 euros et le vendre une fois par mois, c'est quand même vachement moins difficile. Donc c'est ça l'erreur de business model que font la plupart des gens qui débutent. Vous avez beaucoup de gens qui arrivent dans vos programmes en mode ok, moi je veux des revenus passifs, je veux faire ma petite formation et tout. Et si oui, vous leur dites quoi en gros quand ils arrivent en vous disant ça? Alors nous, une fois qu'ils arrivent dans nos programmes, ils veulent plus faire ça, parce que sinon on les laisse pas rentrer. Parce que nous, on fait pas ça. Nous, on fait pas de trucs à 7 euros. Par contre,
On a eu plusieurs clients, là j'en ai un en tête particulièrement, qui est arrivé chez nous et qui vendait des PDF à 7 €. Quand il est reparti de chez nous, il vendait des offres entre 3 et 5 000. On avait fait le calcul, je crois qu'il a fois 177 ses prix et ses revenus, et il travaille moins qu'avant, et il kiffe plus qu'avant, et il peut se concentrer sur ses passions qui sont pas le travail, dans son cas, c'est très bien comme ça, et il peut passer plus de temps avec sa famille, etc. Les gens qui veulent rentrer chez nous avec de petits produits, on leur dit, est-ce que tu as envisagé d'eux? Est-ce que ce serait une éventualité pour toi d'eux? Oui, bienvenue, non, on n'est pas les bonnes personnes, voici d'autres gens qui font des petits produits, c'est pas notre truc, nous. Vendre des trucs à 10 balles en PDF à des milliers de personnes, j'aime pas ça, je trouve ça difficile, et je suis pas sûr d'avoir toutes les compétences pour le faire en plus. En tout cas, j'ai pas d'avantage concurrentiel par rapport au reste du marché, à te l'enseigner ou à le faire moi-même. Donc je le fais pas. Je vais là où je suis très très bon, où je suis meilleur que la plupart des gens, et je ne fais que ça. Nous, c'est des offres entre 1000 et 10 000 €. La plupart des gens sur Internet oublient qu'une entreprise, pour qu'elle gagne de l'argent, il faut qu'elle vende un service. Pour que les gens aient envie d'acheter ce service, il faut que ça les aide. Il faut que ça les aide vraiment. Il ne faut pas juste être bon en vente, il faut être bon en delivery aussi, en livraison. Il faut être bon à accompagner son client final. Mais surtout, si tu veux augmenter le prix de ton offre, il faut mieux aider les gens, plus profondément, plus vite, etc. On en revient toujours à l'équation de l'offre et de la valeur que Hormozy a fait, qui existe depuis longtemps, mais il l'a beaucoup mieux résumé que pas mal de gens, où globalement, le prix de ton offre est déterminé par à quel point ils veulent quelque chose, à quelle vitesse ils vont l'atteindre, quelles sont les chances de succès, quels sont les efforts et sacrifices. Et tout ça, c'est aider un humain à obtenir ce qu'il veut, un humain ou une entreprise d'ailleurs, hein, à obtenir ce qu'il veut, ou à fuir ce qu'il ne veut plus. Plus tu te rapproches de ce que la personne veut ou veut plus, et plus tu l'aides, en variant les 4 variables justement de l'équation d'Hormozy, plus tu peux augmenter ton prix, plus ton offre, elle va être séduisante pour les personnes en face, et plus ton entreprise va pouvoir se développer. Mais il ne faut pas oublier que le principe premier derrière tout ça, c'est un humain qui aide un autre humain à obtenir ce qu'il veut. Et pour ça, il faut parler avec les gens, il faut voir ce qu'ils veulent vraiment, et il faut les aider à l'obtenir. Plus tu te distancies d'eux, moins tu y arriveras, plus tu es proche d'eux, plus tu y arriveras. Bien sûr, tu ne peux pas parler à toutes les personnes quand tu es Elon Musk, il ne peut pas parler à chaque personne qui a acheté une Tesla, mais je suis à peu près sûr que soit il lit les questionnaires de plein de gens de façon random toute l'année, soit ça se trouve, une fois tous les 3 mois, il prend un mec qui a une Tesla complètement au pif et il va lui parler. Et il ne dira pas oui je suis Elon Musk, mais il ira lui parler à travers support client 967, tu vois. Et en fait c'est là que tu prends des vrais feedbacks. Et c'est là que tu vas vraiment apprendre des trucs. Moi, aujourd'hui, je ne parle plus à tous nos clients. Je parle finalement à assez peu dans certaines circonstances, etc. Parce que c'est là que j'ai le plus de valeur pour l'entreprise. Donc, c'est là que j'ai le plus de valeur pour les clients parce que c'est là que je peux les aider plus en étant à la pointe, en ramenant les meilleurs experts et en intervenant sur des sujets pointus. Par contre, je sais ce qui se passe dans toute mon entreprise. Et les feedbacks me remontent tous. C'est ça qui permet de faire un meilleur produit, qui se vend mieux, de se développer, etc. Au-delà de parler à ses clients, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients à vous pour améliorer leur offre? Parce qu'on parle beaucoup de comment vendre plus et tout. Mais comment justement on résout des plus gros problèmes pour eux? C'est quoi un peu les manières de... Faut regarder quels sont les problèmes qui les font le plus souffrir. Et ensuite, tu choisis le problème le plus douloureux pour ton client. C'est ce problème-là que tu résous, c'est ce problème-là qui vaut le plus cher. Maintenant, sur comment mieux le résoudre, il faut décomposer. C'est comme ça qu'on crée la structure d'ailleurs d'une offre evergreen, irrésistible, etc. C'est OK, mon client, il est à A et il veut aller à B. Pour ça, il va passer par les étapes 1, 2, 3, 4. Étape 1, il doit savoir faire un A, un B, un C. Un A, pour qu'il sache le faire, il lui faut une compétence. Il faut aussi qu'il enlève un blocage qu'il a tout le temps. Comment est-ce que je le résous? Et tu vois, tu décomposes en sous-parties. Et à chaque sous-partie, qu'est-ce qu'il doit apprendre? Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qui est-ce qu'il doit être? Quelles croyances il doit lâcher? Qui peut l'aider? Comment est-ce que moi je vais l'aider? Et tu fais ça avec chaque partie de ton système de livraison. C'est ce qu'on appelle aussi la customer journey, c'est ton parcours client. Et tu résous chacun de ces problèmes point par point. Et c'est comme ça que tu crées une offre qui aide profondément les gens. Une fois que tu as ton offre qui résout chaque problème point par point, est-ce que cette offre-là, tu peux la délivrer plusieurs personnes à la fois sans dégrader la valeur? C'est l'enjeu du scaling. Comment est-ce qu'on livre plus de gens sans dégrader la valeur? Et pour ça, il va falloir twister la façon dont on livre, à savoir, un A, il peut être résolu par une vidéo. Un B, c'est un exercice qu'ils doivent apprendre à faire. Mais par contre, il faut des customer care pour leur corriger. Un C, ça se fait obligatoirement en groupe, c'est beaucoup plus puissant. Un D, il leur faut un coach one-one qui vient le débloquer. Bon, il va falloir que je trouve une solution. Et en fait, en faisant ça, tu te rends compte qu'il y a 95% de ton offre où tu n'es pas du tout indispensable, où tu peux regarder de loin et régler le problème. Bah, déjà là, tu as une offre qui est beaucoup plus scalable que si c'était toi à 100%. Il faut enlever tous les endroits où tu n'es pas indispensable et mettre des gens à ta place, des process à ta place, des vidéos à ta place, des exercices à ta place, etc. Et c'est comme ça que tu construis une offre qui se livre à plus de gens.
En vente, on a tous le syndrome de l'expert. Et c'est ce qui fait qu'on est tous très nuls en vente de base. Si j'ai étudié un sujet pendant 20 ans et que tu viens et que tu m'exposes ton problème par rapport à ce sujet-là, tu as dit tes 3 premiers mots, je sais immédiatement ce que tu vas dire après, je sais pourquoi tu vas le dire, je sais quel est le problème que tu as, je sais que tu te trompes sur le problème que tu as et je sais déjà comment tu dois le résoudre et je sais en plus tout ce que tu as essayé et qui est faux. Le problème, c'est que si je te dis ça et que je court-circuite ton raisonnement, j'ai pas réussi à te convaincre. Et au contraire même, je me suis mis contre toi, je t'ai donné tort. Et il y a un exemple qui est très utilisé pour ça et qui est très bien, c'est le plus important avec quelqu'un de ta famille par exemple. Est-ce que c'est que tu l'aimes ou est-ce que c'est que la personne sache que tu l'aimes? C'est évident pour tout le monde, c'est que la personne le sache. Ok, donc il suffit pas de le dire, il faut que ce soit entendu. Et pour que ce soit entendu, il faut qu'il y ait de l'écoute. Quand une personne elle vient avec un problème, tu la laisses parler, tu peux éventuellement cadrer, tu vas pas la laisser parler pendant 6 heures, mais tu la laisses parler. Ensuite, tu lui poses des questions, tu lui donnes des exemples, tu lui amènes d'autres angles de réflexion et un regard différent sur ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle pourrait faire. Tu as le droit d'arriver avec un argument d'autorité. Écoute, ça fait 20 ans que je fais ça. Rassure-toi, ce par quoi tu passes, il y a 270 personnes qui l'ont vécu avant toi, ne serait-ce que sur les 6 derniers mois, donc je connais par cœur. Est-ce que tu permets que je te dise et qu'on gagne du temps, pourquoi tu te trompes et où est-ce qu'il faut aller à la place? Tu le laisses, tu demandes l'autorisation à la personne en fait. Et en faisant ça, vous êtes de nouveau tous les deux face au problème et pas l'un contre l'autre. Donc en fait, pour être bon en vente, pour être bon en marketing, pour être bon en coaching, pour être bon en accompagnement, pour être bon en management même d'ailleurs. L'enjeu c'est toujours le même, écouter, parler peu, reformuler, ne pas contrer la personne, ne pas essayer de la convaincre. Moi je dis toujours à notre équipe sales, si tu as gagné l'argument, tu as perdu la vente. Donc en fait ça sert à rien d'essayer de montrer à la personne qu'elle a tort. En fait soit elle le sait et elle veut pas, soit elle le sait pas et si tu arrives à la convaincre, en fait elle se sentira mal vis-à-vis de toi. Quoi qu'il arrive, en essayant de convaincre une personne, même si tu réussis parce que tu es très fort, tu vas forcément perdre ailleurs dans la conversation en fait. Écouter c'est toujours plus simple. Le marketing, c'est beaucoup moins compliqué que ce que la plupart des gens pensent. Conscience, la personne prend conscience que tu existes, prend conscience qu'elle a un problème, prend conscience que potentiellement tu peux l'aider. Confiance, vous créez du lien et elle a assez confiance en toi pour se dire « Ah tiens, cette personne pourrait effectivement m'aider ». Connaissance, la personne prend connaissance de tes méthodes, de comment tu le fais, de ton mécanisme et du fait que potentiellement tu es différent. Ces 3 C, donc conscience, confiance, connaissance, viennent d'une méthode que moi j'ai baptisée 4C DNA parce que je suis très nul en nom visiblement, qu'on a rebaptisé bien après le One Place Funnel. 4C DNA, c'est donc conscience, confiance, connaissance pour devenir client. Et pour ça, on passe par les phases DNA, découverte, personne te découvre, nurturing, elle apprend avec toi, achat. Et en fait, c'est juste ça le marketing et quand on comprend ça, il faut juste augmenter le volume, se souvenir qu'on a des humains en face de nous, élever leur niveau de conscience, élever leur niveau de confiance, leur montrer tes connaissances, et à partir de là, ils pourront devenir clients. Et c'est pas plus compliqué que ça le marketing, on veut en faire des caisses, on veut faire des trucs hyper complexes, etc. Parle à un humain, salut, tu as un problème. Est-ce que tu le sais? Oui, très bien. Est-ce que tu sais qu'il existe des solutions? Oui, très bien. Est-ce que tu en as cherché? Non? Tiens, regarde celle-là. Et en fait, c'est juste ça du marketing, et c'est juste ça de la vente, et c'est juste ça une entreprise. Et en fait, l'entreprise devient plus complexe en grandissant parce que tu dois réussir à faire ça pour 1 million de personnes en même temps. Mais en fait, ce que tu fais pour ton premier client, c'est ce que tu feras pour ton millionième client. Et c'est les mêmes grandes étapes. C'est toujours en revenir au principe premier de ce que c'est les interactions humaines. Et le marketing, c'est avant tout des interactions humaines. Pourquoi 90% des messages que je reçois sur LinkedIn, Instagram sont absolument weird et que j'ai l'impression que... Parce que les gens sont des grosses feignasses qui veulent pas personnaliser le message et se demander 4 secondes si tu as besoin d'eux et si tu vas avoir envie de leur répondre. Et c'est aussi pour ça que les messages des mecs sur les applis de rencontre sont abominables. Assez de potes qui m'ont montré, c'est terrifiant. Le problème, c'est que les gens veulent envoyer 10 000 messages dans la journée en se disant ça va mieux passer. Et encore, ça c'est ceux qui osent envoyer des messages. Le truc, c'est que se faire chier à faire un message un peu intéressant, un peu important, un peu recherché, ça prend du temps, c'est chiant et en plus, si tu manges un non, c'est désagréable. Si j'ai envoyé 10 000 copier-coller, si tu me dis non, c'est pas moi que t'as rejeté, c'est mon approche pourrie, c'est pas grave, je peux me dédouaner. Et en fait, c'est juste que faire les choses bien, c'est plus difficile, c'est tout. Et il y a plein de gens qui cherchent le raccourci, qui cherchent la facilité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultat. La méthode, elle est simple, c'est pas pour ça que c'est facile. Les gens, en 2024 et après, c'est des bébés ou un ouin qui veulent rien faire. Moi, ça me terrifie. Je parlais il y a pas longtemps avec des clients et je les engueulais un peu. Ils me disaient oui, mais tu sais, Jérémy, la méthode, c'est difficile. Je fais attends. Tu dois passer 30 minutes par jour à connecter avec des gens. Tu dois passer 30 minutes par jour pour faire un contenu et tu passes à aller 1 heure par jour ou peut-être 2 heures par jour à faire des DM avec des gens et quand il y en a un qui veut acheter, tu le prends au téléphone. Tu peux faire tout ça en slip sur ton canapé en matant une série avec ton téléphone dans la main. Tes grands-parents, ils allaient à la mine casser des cailloux et tu me dis que ton métier il est trop difficile. T'es en slip avec ton téléphone devant South Park, tu gagnes 5000 balles par mois et c'est trop difficile. Change d'espèce.
Va être un tigre dans la savane, tu vas te faire bouffer par un bébé lapin, tu vas comprendre. Comment ça, trop difficile? À l'échelle de l'humanité, on branle rien. On a les métiers les plus faciles qui existent. On est capable de gagner sur Internet des sommes qui sont indécentes par rapport au travail fourni. Oui, ça demande du jus de cerveau. Oui, il faut dépasser des blocages. Oui, ça fait peur. Oui, c'est des heures derrière l'ordinateur. Je dis pas que c'est simple tous les jours. Mais franchement, par rapport aux autres options et ce que vivent les anciennes générations, excuse-moi, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Hein. C'est extrêmement facile. On travaille de chez nous. C'est pas physique. Le début, excuse-moi, c'est pas particulièrement intellectuel. Quoi, difficile? Je sais pas quoi répondre dans ces moments-là. Je suis démuni. Je sais pas, moi, va faire un câlin à une mouette. Je sais pas quoi faire de cette information. Pourquoi les attentes sont si démesurées alors, tu penses? Parce qu'il y a tous les publicitaires sur Internet, moi le premier sûrement, d'une certaine mesure, qui te disent que ça va être facile et que tu peux devenir riche en 4 minutes en claquant des doigts avec ton téléphone sans aucune compétence. Le problème, c'est qu'il y a une asymétrie d'information, c'est que moi je considère que 4 heures par jour, derrière son ordi ou son téléphone, en slip chez soi, pour gagner, allez, 3000 balles par mois, je considère que c'est facile. Sauf que si toi, dans ton référentiel facile, c'est 10 minutes par jour sans aucun obstacle et surtout avoir à rien faire, rien apprendre, rien réfléchir, en fait mon facile n'est pas le tien et donc tu as des attentes qui sont irréalistes par rapport à la réalité. Moi j'ai des jours encore aujourd'hui où je travaille des fois 8-10 heures parce que j'ai beaucoup de sujets à traiter, c'est pas toute l'année mais ça peut m'arriver. Je considère pas que j'ai des journées difficiles. Je travaille depuis chez moi, en claquette. Entre deux calls, je peux descendre faire un câlin à mon fils. Quoi difficile? Le problème des attentes, c'est que les gens pensent que facile c'est miraculeux. Il n'y a pas de miracle. On ne devient pas riche de façon miraculeuse sur Internet, ça n'existe pas. Internet, c'est bien foutu, hein, c'est comme les marchés boursiers. C'est que s'il y a un hack magique pour devenir très riche très vite, avant même que tu le saches, de toute façon, il y a 10 000 personnes qui l'auront trouvé et ça va le foutre en l'air. De même que quand il y a une asymétrie de marché en bourse ou en crypto, le marché s'en rend compte très très vite et ça redresse le cours. Et donc en fait, ouais, si tu as été le premier, tu as peut-être une chance de gagner 1000 balles de plus que les autres, quoi, mais sinon c'est tout. Et le business en ligne, c'est pareil. Il n'y a pas de hack miraculeux. Maintenant, oui, on peut gagner de façon démesurée par rapport aux efforts fournis, par rapport aux alternatives qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, quand on le comprend, excuse-moi, mais si je travaille un peu dur, un peu, ça va, c'est depuis la maison quoi, hein, un peu dur quelques mois, je peux gagner plus que quelqu'un qui a fait 10 ans d'études et qui bosse à la défense depuis 10 ans. C'est juste mettre ça en perspective en fait. Globalement, et Gary Vaynerchuk en a fait un bouquin récemment qui s'appelle Day Trading Attention, notre job sur Internet, quand on fait du business en ligne, de l'accompagnement sur Internet, ou qu'on vend du consulting, du freelancing, de l'agence, peu importe, tout ce qui est offre de service cher, on prend de l'attention, et cette attention, on la transforme en désir qui devient de l'argent. C'est AIDA. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir, déclencher l'achat. Donc en fait, notre job en tant que marketeur et en tant que chef d'entreprise, c'est de prendre de l'attention, de la transformer en intérêt, en désir, en achat. Et donc en fait, plus de la bonne attention sur soi permet d'avoir plus d'argent à la sortie. L'enjeu dans cette phrase, c'est plus de la bonne attention sur soi. Et ensuite d'être capable de transformer cette attention en argent. Globalement, je suis pas influenceur, je suis entrepreneur. Je veux pas être connu, je veux des clients. C'est pas la même chose. Je vais caricaturer le truc. C'est plus facile d'être riche que d'être connu. Riche, bon voilà, c'est pour le propos. Plus facile d'être riche que d'être connu. Une fois que tu es riche, c'est très facile d'être connu. Une fois que tu es connu, c'est pas sûr que tu deviennes riche. Connu, influenceur, riche, entrepreneur. La bonne attention te rend riche, te permet plus tard de devenir connu si ça t'amuse. Pas tout inversé. Si j'ai 1 million d'abonnés TikTok parce que je fais des playbacks, mon job, c'est d'être influenceur. Je me monétise auprès de marques, je me monétise avec des dons, avec des plateformes de contenu, il y a plein de façons de faire. C'est un autre métier en fait, ce qu'il faut comprendre là. Je suis pas en train de le dénigrer, je dis que c'est pas la même chose. Si tu es entrepreneur, si tu es spécialiste, si tu es expert d'un sujet, t'es pas influenceur, c'est pas le même job en fait. De la même façon que quand tu ouvres un corps humain, tu fais pas de la plomberie. Et que si tu dévises des chiottes, t'essaies pas de faire de la chirurgie. C'est pas le même job. Avec les deux, t'es important, avec les deux, tu peux gagner beaucoup d'argent. Influenceur, c'est pas entrepreneur. Choisis lequel tu veux. Je crois qu'Hormozy a fait une vidéo où il prenait une étude de cas, une personne qui avait 3000 abonnés Insta ou 5000, je sais plus. Je l'ai vu, il parlait d'une personne qui fait des Google Sheets d'assurance, j'ai pas tout compris le détail là-dessus parce que les assurances américaines c'est compliqué, mais je crois pour des dentistes ou des chiro ou un truc comme ça. Et cette personne elle fait quoi, 1 million par an avec 5000 abonnés Instagram? Ouais, 19 likes sous ses posts. Ouais, voilà. Et moi quand j'ai commencé c'était la même chose. Moi il y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM et en fait c'est un ami qui lui écrit, qui dit « Jérémy, c'est marrant, il doit avoir la chaîne YouTube la plus rentable d'Internet si on fait ratio chiffre d'affaires nombre d'abonnés. » Au moment où on enregistre, on a quoi, 7200, je crois 7300. Cette année, on va faire entre 2 millions et 2 millions et demi de chiffre d'affaires. C'est bien la preuve qu'être connu, c'est pas le plus important, quoi. Et je connais des gens qui ont 50 fois mon audience et qui font par an ce que je fais par mois. C'est pas le même job.
Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore trop de gens qui pensent qu'on a besoin d'un site parce que ça fait sérieux. Il faut des cartes de visite pour donner aux gens. Le logo, c'est important. C'est les mêmes qui me disent qu'avec ma casquette et mon sweat à capuche, je fais pas bon genre. C'est l'ancienne génération. Désolé les boomers, Internet a changé la donne. C'est pas que vous devez plus exister, c'est que vous êtes plus les seuls sur le marché. Continuez à bosser entre vous avec des sites internet, des logos et des cartes de visite. La nouvelle génération, elle a autre chose à foutre. Il y a des gens de l'ancienne génération qui sont adaptés. Il y a des gens de la nouvelle qui veulent bosser que avec l'ancienne, avec les anciens codes. Je suis pas là pour donner les bons points et dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Jusqu'aujourd'hui, on peut développer son activité sans site internet, sans logo, sans carte de visite, sans tout ce que tu penses en fait. Et foncièrement, je pourrais même pas avoir de présence social média. Je pourrais juste avoir un service. Je trouve moyen de discuter avec des gens en vrai ou par WhatsApp par exemple, parce qu'on m'a affilé des numéros. Je décide que je vais les aider. Je leur fais toute la démarche de vente. Ils achètent. À part mon cabis sur société.com, je n'existe pas. Je pourrais. Moi, c'est pas comme ça que je fais, mais je pourrais. Ce qui prouve bien aujourd'hui que ce qui était indispensable il y a quelques années ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est go to market. Aller parler à des vrais gens, voir s'ils ont des problèmes, essayer de les résoudre pour eux, essayer de leur vendre la solution. C'est tout. Tout le reste vient bien après. C'est Hormozy qui disait... par rapport à son logo et à son site web, quand il lance une nouvelle boîte, il fait un truc très moche et très à l'arrache lui-même. Et en fait, une fois qu'ils font 10 millions par an et que sa team de 50 employés l'insulte tout en le suppliant de changer cette horreur, il décide que là, c'est le bon moment de le faire. J'ai tendance à dire aux gens de ne pas consommer trop d'informations et surtout de ne pas consommer trop de mentors. Le problème et le sujet derrière ça, c'est que toutes les méthodes marchent. Tu veux faire un petit produit, tu peux être riche avec. Tu veux faire une offre à étiquette, tu peux être riche avec. Tu veux faire un mastermind, ça marche aussi. Tu veux être plombier, tu peux être riche. Tu veux fabriquer des tables, tu peux être riche. Tu veux faire de la pub, tu peux être riche. Tu veux faire du contenu organique, ça marche. LinkedIn, ça marche. Instagram, ça marche. TikTok, ça marche. YouTube, tout marche, mais pas tout en même temps. Et en fait, 10 opportunités à 1 million, si tu les fais en même temps, deviennent une seule opportunité à 10 000. Et c'est la même chose avec les mentors. Chaque mentor va te transmettre une façon de faire qui est la sienne, celle qu'il a trouvée et qui a marché pour lui. Et la plupart du temps, il est très nul pour toutes les autres, même s'il ne veut pas trop l'admettre. Si tu suis plusieurs mentors en même temps, tu fais plusieurs stratégies en même temps, tu ne peux optimiser aucune stratégie, et donc tu peux voir les effets bénéfiques réels d'aucune d'entre elles. C'est comme si pour te soigner, tu prenais en même temps des médicaments, en même temps des plantes, et en même temps tu allais voir un chaman au fin fond de l'Inde. Probablement, et j'en sais rien, que les trois marchent. Je suis à peu près sûr que tu fais les trois en même temps, il va y avoir des interactions qui vont partir en cacahuète et que ça va pas bien finir pour ta gueule. En marketing, c'est particulièrement vrai, et en business, tout marche, mais pas tout en même temps. Suis une personne à la fois, fais un truc à la fois, va au bout de ce truc-là, ça peut t'amener des résultats, mais pas tout en même temps. Est-ce que, moi j'ai l'impression que chaque personne prêche un peu sa paroisse, sa méthode, et rares sont ceux qui disent comme toi que tout peut marcher. Mais parce que ils sont persuadés que s'ils disent que les autres trucs marchent, les gens vont aller voir les autres trucs. Moi je dis que tout marche, que moi je sais en faire que un, que les gens qui me ressemblent vont beaucoup plus aimer le mien et je peux leur dire pourquoi, que les gens qui ne me ressemblent pas vont beaucoup plus aimer celui de quelqu'un d'autre, alors je suis ravi qu'ils aillent voir ce quelqu'un d'autre. La mentalité derrière ça, c'est de voir que le monde du business et de l'argent est un jeu infini et pas un jeu à somme nulle. Je peux gagner et tous les gens autour de moi peuvent gagner aussi. C'est pas parce que je gagne que le voisin perd. Ce qui est le cas par exemple au tennis ou aux échecs. En business, on peut tous gagner. Et si aujourd'hui j'envoie un client chez un concurrent parce que ma méthode n'est pas adaptée pour lui, soit le concurrent m'a envoyé un plus tard parce qu'il réfléchit comme moi. Soit c'est pas le cas et c'est un taker, c'est pas un giver et c'est pas grave. Je les enverrai chez quelqu'un d'autre plus tard. Mais moi, j'aurais gardé une bonne relation avec le prospect qui va devenir pour moi un relais qui va me recommander parce que je lui aurais recommandé quelque chose de bien pour lui à mon détriment, entre guillemets. Je me suis assis sur 10 000 pour l'envoyer au bon endroit. Mais en fait, si on regarde le business en mode jeu infini, et avec un horizon de temps assez grand, ça vaut pas la peine de prendre 10 000 pour avoir des problèmes. C'est mieux de garder une bonne réputation. Et je dis pas que j'ai fait juste à chaque fois. Je suis à peu près sûr que moi aussi, il y a des fois où j'ai fait des erreurs de casting et j'ai vendu des trucs que j'aurais pas dû à des personnes à qui j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, on apprend de nos erreurs en fait. Et si tu fais ça depuis très longtemps, tu t'es forcément rendu compte que tout marchait, mais pas pour tout le monde, pas en même temps, etc. Et donc si tu es dans le business depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que tu as toujours ce discours de c'est moi le meilleur, c'est ma méthode la meilleure, c'est que tu es malhonnête, et que tu as un truc à cacher. Et j'ai pas honte de le dire. Tout simplement parce que au début, tu crois que tu as raison, et plus tu avances, plus tu sais que tu n'as pas raison, et plus tu vois l'étendue de tout ce que tu ne sais pas. Là-dessus, il y a l'effet de Dunning-Kruger. Plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait pas. Mais il y a aussi le fait qu'en avançant, on est de moins en moins dogmatique. C'est ce qu'il y a derrière la spirale dynamique, qui explique l'évolution du niveau de conscience. Et ok, sur Internet, il faut gueuler, moi j'ai raison, tous les autres ont tort pour être entendus. Sur des contenus courts, je le fais aussi,
c'est ça qui marche. Quand j'ai du temps long pour m'exprimer ou que je suis au téléphone avec quelqu'un, je ne peux pas raccourcir mon discours à un TikTok de 30 secondes. Donc je suis obligé de donner la nuance. Je ne vais pas dire ma méthode est la meilleure, je vais dire ma méthode a le plus de chances de marcher pour les gens qui me ressemblent et qui veulent atteindre la même chose que moi. Sauf que quand j'ai un 10 secondes pour dire mon propos, je dis c'est moi le meilleur, c'est tout. Mais à partir du moment où j'ai un temps long, je sais bien que ce n'est pas vrai et donc j'explique. Et il y a plus de gens qui devraient le faire. Mieux. D'ailleurs, dans cette logique de pensée collectif, on en parlait aussi avec Gérald, qui lui me partageait un petit peu comment il faisait pour raisonner plus en qui sont les prescripteurs pour ma méthode et qui sont les gars en fait qui vont pouvoir potentiellement, tu vois, me recommander à fond et 10x le truc. Ouais. Comment toi tu raisonnes là-dessus? Je raisonne exactement comme lui. Gérald, donc, qui anime le Mastermind Entreprendre, dont je fais partie, c'est une des rares personnes sur le marché français qui a aussi bien compris cette notion de jeu infini. Il cherche à délivrer le meilleur service possible aux bonnes personnes en cherchant les effets cumulés à long terme. Si une personne connaît tout le monde, s'il sert cette personne mieux que personne avec son produit, il va être recommandé non pas à 2 personnes, mais à 57. Et donc en fait, il a compris que le cœur d'un produit, c'est ses prescripteurs. Il a toujours fonctionné comme ça, lui il travaille comme ça, hein. Tous ses produits sont sur cette base-là. Et donc il cherche les prescripteurs, il bosse avec eux, il fait en sorte que les prescripteurs gagnent en image, gagnent de l'argent, gagnent de la réputation, gagnent de l'ego, peu importe ce qu'ils veulent, et il leur donne exactement ce qu'ils veulent, et lui en échange, il bénéficie du pouvoir de prescription. Et c'est une très bonne stratégie d'acquisition et de développement commercial en fait, parce que tout le monde y gagne. Il prend un prescripteur, il regarde ce qu'il veut, il se débrouille pour lui donner, et du coup le prescripteur a envie de lui faire la même chose. Et en fait c'est là où on est dans un jeu infini. Tout le monde a ce qu'il veut à la fin. Moi mon obsession, c'est tous les gens avec qui je travaille, c'est comment je fais pour les rendre plus riches, plus libres, plus heureux. Parce que du coup, en conséquence de ça, ils ont envie de faire la même chose avec moi. Et s'ils le font pas, c'est des takers, c'est pas des givers, c'est pas grave. Moi, j'ai été aligné avec ma façon de faire. Ils ne resteront pas dans mon écosystème très longtemps, c'est pas grave. J'aurais donné à quelqu'un qui me méritait pas tellement, mais on s'en fout, c'est pas la fin du monde, quoi. Sur une échelle de temps de 15 ans, si j'ai fait gagner 20 000 balles à quelqu'un qui méritait pas, bon bah, je le ferai pas, quoi. C'est lui qui perd, c'est pas moi. Dans cette logique de jeu infini, je pense que ce qui peut bloquer au niveau croyance et tout, enfin qui peut empêcher de voir là, ce que tu expliques, c'est peut-être de se dire ouais mais du coup l'argent n'est pas illimité, 1 euro qui n'est pas dépensé chez moi, enfin qui est dépensé chez l'autre n'est pas dépensé chez moi, etc. C'est quoi qui déconne dans ce genre de raisonnement là pour toi? Le problème de ce raisonnement, c'est l'horizon de temps. 1 euro qui est dépensé chez moi aujourd'hui ne l'est pas chez le voisin aujourd'hui pour le même service, c'est vrai. Mais la valeur n'est pas forcément 1 euro. La valeur peut être un follower, la valeur peut être de la réputation, la valeur peut être de la recommandation, la valeur peut être du média, de l'image, la valeur peut être 1 million de trucs. Et donc, c'est pas parce que j'ai pas encaissé 1 euro aujourd'hui que j'ai perdu 1 euro. J'ai peut-être gagné beaucoup plus qu'1 euro de plein de façons différentes. Le problème, c'est l'horizon de temps et c'est de voir la valeur 100% financière et pas du tout autre chose que ça. Et si tu vois la valeur différemment, tu te rends compte que tu peux gagner énormément de valeur, encore plus sur le long terme, sans te poser la question de 1 euro. C'est vraiment, aujourd'hui la plupart des gens voient leur ROI à 7 jours. Nous, je pense qu'on réfléchit quand même à plusieurs mois. Et il y a des gens sur Terre qui raisonnent à 50 ans. Ils sont capables de renoncer à tout pendant 50 ans pour gagner au bout de 50 ans. C'est ceux-là qui gagnent à la fin. Donc la question, c'est comment amasser les bonnes ressources et les organiser de la bonne façon pour être capable de ne pas tirer la manette de la machine à sous pendant 50 ans et d'accumuler la puissance que tu vas pouvoir déclencher au bon moment de la bonne façon. Et amasser des ressources, ça ne veut pas dire de l'argent sur ton compte, ça veut dire de la réputation, du média, de la recommandation et plein de choses comme ça. Et si tu arrives à accumuler assez de ça, c'est comme si tu n'avais qu'une seule balle dans ton pistolet, mais qu'en fait, elle faisait la taille de la lune, ta balle à la fin. Bon, ben, c'est pas très dur de viser, quoi. Tu as un exemple de jouer long terme comme ça? À chaque fois que je travaille avec des gens, c'est ton cas, mais c'est le cas avec tous les gens avec qui je travaille, dès que je peux, je leur envoie des clients. Dès que je peux, je leur file des conseils. Dès que je peux, je nourris la relation et je fais en sorte qu'ils grandissent. Le risque à court terme, c'est que ces personnes-là deviennent tellement fortes, tellement connues et tellement sollicitées qu'elles ne travaillent plus avec moi. Potentiellement, je pourrais y perdre. Et en plus de ça, j'aurais pu leur vendre des coachings, je sais pas combien, et la plupart du temps, je le fais pas. Sauf que ces personnes-là vont être contentes de me recommander, vont être contentes de travailler avec moi, vont être contents, si un jour elles doivent partir, de trouver leur remplaçant avec moi et de m'aider à le trouver, vont être contents de m'envoyer des clients, vont être contents de me rendre des services, et de manière générale, vont être contents d'aller bouffer avec moi et de passer un bon moment. Globalement, c'est ça en fait, c'est... ce qui est bon pour le karma est bon pour le business. T'as Adam Grant qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Give and Take, qu'ils ont renommé en français Donnant, ce qui est un peu nul, mais qui parle vraiment des givers, des takers et des neutres. Les givers, ceux qui donnent,
Moi, j'essaye d'être dans ces philosophies-là, je dis pas que j'y arrive à chaque fois. Hein. Sur le long terme, ils se feront niquer 3-4 fois, mais sur le long terme, ils compoundent beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'intérêts composés. Alors que les takers, leur réputation les suit, ils restent entre takers. Et donc, il n'y a pas d'intérêt composé. C'est la phrase qui dit l'avantage d'être un requin, c'est que tu manges bien, l'inconvénient, c'est que tu es entouré de requins. C'est un choix à faire. La plupart des gens qui me disent qu'ils travaillent trop et qu'ils n'en peuvent plus, etc., en général, je regarde leur planning, je leur demande de décomposer leur journée 30 minutes par 30 minutes, et à côté, de dire est-ce que c'est une tâche à 1 euro, est-ce que c'est une tâche à 10 euros, est-ce que c'est une tâche à 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, etc. Et la plupart se rendent compte qu'ils ont passé 30 minutes sur la tâche à 10 000 euros parce que c'était la plus inconfortable, et qu'ils ont passé 8 heures sur des tâches à 1 euro. La plupart des gens passent 8 heures par jour derrière leur ordi, en fuyant les tâches inconfortables à forte valeur ajoutée, mais restent derrière l'ordi à rien foutre pour se rassurer, pour se donner l'impression de travailler. Si mon seul job de la journée c'était de faire le meilleur contenu possible, soit je suis en capacité de le faire en 30 minutes, soit je devrais réfléchir à comment bien le faire pendant 7 heures et ensuite je le fais en 30 minutes. Mais dans tous les cas, je ne dois pas faire autre chose pendant 7 heures. Ça sert à rien. Je fais mon contenu et ensuite, je sais pas, je vais me promener quoi. Je vais chercher de nouvelles idées. La plupart des gens veulent faire des trucs qui servent à rien parce que c'est rassurant et parce que souvent les trucs qui servent à rien sont plus faciles à faire que les trucs qui servent profondément à quelque chose. C'est ce qu'on appelle la procrastination positive. Je dois réviser mes maths, mais à la place, je vais plutôt faire la vaisselle. Parce que sur le coup, faire la vaisselle, c'est moins inconfortable pour moi que de réviser mes maths. C'est la même chose. C'est quoi les tâches indispensables pour un mec early ? Connecter avec des gens, les exposer à toi et à ton contenu, discuter avec eux dans une démarche de vente, mais dans une démarche de vente, donc donner envie d'acheter, donc diagnostic. Connecter avec plus de gens, les exposer à plus de contenu, faire plus de conversations. Tout le reste est superflu. La couleur de ton logo ou la bannière de ton site WordPress, on n'en a rien à foutre. C'est une très bonne procrastination, ça va te prendre 5 heures à bidouiller dans du code, ça ne sert à rien. Et toi, c'est quoi les tâches que tu fuis là en ce moment ? En ce moment, j'ai des tutos à faire pour ma team et ça me saoule de le faire. Il faut que je prépare les slides d'un atelier que je dois faire bientôt et en général, je suis un flemmard de la semaine sur ces trucs-là, mais je vais finir par le faire. De manière générale, les tâches que je procrastine le plus, c'est des grosses tâches de fond. Il faut que je me pose sur des PDF et des Google Slides pendant 6 heures d'affilée et j'aime vraiment pas faire ça. Et en général, c'est des trucs que je procrastine. Maintenant que vous savez tout ça, la seule question qu'il faut se poser, c'est combien vous pouvez vraiment gagner avec votre activité. Ce que je vous propose, c'est de regarder là quelque part autour, vous cliquez sur la vidéo, vous allez voir, j'ai quelque chose pour vous.